Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole pour 10 minutes à Yves Albarello. Cher Yves, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, on va parler maintenant d'un projet de loi qui, visiblement, fait consensus aujourd'hui. Il s'agit du projet de loi du Grand Paris, du nouveau Grand Paris, du réseau de transport. C'est un projet, comme on l'a qualifié dans le rapport, d'une complexité inédite. Si vous me permettez, Monsieur le Président, je voudrais faire un rappel historique de l'évolution de cette loi. Le 3 juin 2010, il y a eu la promulgation de la loi, suivi le 26 janvier 2011 de l'accord qu'on a à l'époque qualifié d'historique entre l'État et la région Île-de-France. Et enfin, les arbitrages du Premier ministre qui ont été rendus le 6 mars dernier à la Cité des Cartes à Noisy-Champs et qui concrétisent définitivement et qui arrête définitivement le projet du Grand Paris Express, rebaptisé le nouveau Grand Paris. Il s'agit d'un projet, bien sûr, d'une infrastructure de transport. On est parti d'une vision centralisée à l'époque du projet et on a abouti à une vision décentralisée d'un projet de réseau de transport. Bien évidemment, ce réseau a substantiellement évolué puisqu'on est parti d'un réseau à l'époque qui faisait 155 km pour 45 gares. Et on est arrivé à ce jour à un réseau de 202 km et de 72 gares. Pour autant, on a également, le législateur en son temps avait souhaité que ce réseau soit interconnecté au réseau existant. Et on est allé plus loin puisque le Premier ministre l'a rappelé et également le ministre des Transports, puisque au titre du plan de mobilisation de transport, 6 milliards d'euros supplémentaires seront injectés dans le réseau francilien entre 2013 et 2017. Le réseau de transport, c'est quoi? C'est une rocade, la ligne 15, qui fait 100 km, suivie d'un métro, donc un métro en rocade, avec des quais de 120 mètres, avec des trains à forte capacité d'emport. Et sur les 100 autres kilomètres, c'est un métro à capacité adaptée avec des quais de 60 mètres et des trains à moins grande capacité d'emport. Le premier tronçon, normalement, dès que l'autorité environnementale aura rendu son rapport, probablement première décade de juillet, le premier tronçon Pont-de-Sèvres-Noisy-Champs, qui consiste en l'arc sud, en définitive, du Grand Paris Express, devrait commencer à partir de 2015. Il s'agit de 33 km de métro ferrique entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs. Concernant le financement, donc le coût global a été ramené à 26,5 milliards d'euros, auquel, bien évidemment, il faut rajouter les 6 milliards d'euros du plan de mobilisation des transports pour la séquence 2013-2017. En ce qui concerne les recettes de la SGP, donc la société du Grand Paris qui a été constituée en son temps pour mettre en place l'infrastructure de transport et acquérir le matériel, et ensuite, comme vous le savez, rendre cette infrastructure à l'AOT, qui est le STIF, qui est une émanation de la région, qui, elle, gérera le réseau de transport. Les recettes de la SGP, à travers la taxe sur les bureaux, à travers la taxe sur l'équipement, à travers l'IFER, la taxe sur les réseaux, devraient stabiliser les recettes de cette société à hauteur de 535 millions en 2014-2015, puisque jusqu'à 2014, il y a un prélèvement de l'ANRU à hauteur de 95 millions. Donc les recettes pérennes de la SGP devraient se situer à hauteur de 535 millions en 2015, auquel le Premier ministre, à l'occasion de ses arbitrages du mois de novembre, a souhaité augmenter ses recettes de 150 millions d'euros supplémentaires pour permettre à la SGP à terme d'avoir une capacité de remboursement annuel de 2,5 milliards. La liaison avec les aéroports. Alors on peut regretter effectivement que dans le séquençage qui a été proposé suite au rapport aux années, que les aéroports ne soient pas reliés en priorité. L'aéroport d'Orly sera bien sûr relié par
la ligne 14, qui est l'épine dorsale de la rocade qui part de Saint-Denis-Pleyel pour aller donc jusqu'à Orly. Par contre, l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle ne sera relié qu'en 2027. On peut le regretter parce que le territoire de Roissy, c'est le Grand Roissy, c'est un territoire en développement, c'est un territoire qui doit créer de la valeur ajoutée, des recettes fiscales, de l'emploi, et je pense que notre pays a besoin de ça en cette période un peu compliquée que nous connaissons et que nous traversons. Pour autant, le projet n'est pas abandonné. Vous savez qu'il y avait un projet de transport direct qui s'appelait CDG Express, qui est un moyen dédié entre la capitale et son aéroport. Le Premier ministre, à l'occasion de ces arbitrages, a été très clair. Il a dit qu'aucun centime d'euro d'argent public ne devra aller financer ce réseau de transport. Pour autant, il se résout également à ce qu'il existe. Et donc, il faut qu'on fasse preuve d'imagination pour que la première destination touristique du monde, qui est la France, le premier aéroport, enfin le deuxième aéroport aéroportuaire d'Europe, qui se bat avec Londres-Heathrow aujourd'hui pour en prendre la première place, a besoin de ce moyen direct de transport. Aujourd'hui, les passagers en transit qui veulent visiter la capitale, soit prennent le RER B avec les nombreuses correspondances, soit prennent l'autoroute A1 qui est saturée dès 17h le soir. Donc ce moyen de transport, il peut être réalisé à partir d'un partenariat qui pourrait être un partenariat privé ou public-privé. Je développe, parce que je suis un fervent défenseur de cette liaison directe, je pense qu'on pourrait imaginer un établissement public d'intérêt commercial, un EPIC, qui, avec comme porteur, pourrait être l'aéroport de Paris, ADP, puisque ADP, son président Augustin de Romanet, bien évidemment, est favorable à cette liaison directe. C'est à lui de porter le projet. Et je pense qu'à travers une taxation, alors non pas des franciliens, mais il y a 40 millions de passagers en transit par an dans l'aéroport. Une taxe de 2 € par passager en transit ferait une recette de 800 millions, de 80 millions d'euros, 80 millions d'euros par an, et permettrait d'abonder ce financement qui pourrait être dédié à cette infrastructure directe qui relierait donc la capitale à son aéroport. En ce qui concerne l'interopérabilité, c'est un sujet très important puisque, je l'ai rappelé tout à l'heure, de 45 gares, nous sommes passés à 72 gares, et que le législateur a souhaité, dans sa plus grande sagesse, que le réseau nouveau soit interconnecté au réseau existant. D'où la pertinence de l'interopérabilité et de l'intermodalité. Bien évidemment, pour irriguer le territoire francilien, il faudra que les nombreuses gares qui vont être construites, il y ait des analyses fines en matière de desserte du territoire. Sinon, on fera des gares cul-de-sac. Et donc, c'est un sujet qui a été redondant à travers nos auditions. Notamment, les présidents de conseils généraux sont très attentifs à cette interopérabilité parce que les gares qui seront construites seront d'une complexité sans précédent. Ne serait-ce que la gare de Saint-Denis-Pleyel recevra le train, recevra le métro, recevra les LGV et recevra le futur Grand Paris. Donc ce sont des gares très complexes et pour autant les études ne sont toujours pas menées. On devrait être éclairé à partir de septembre. Enfin, je voudrais aborder, il me reste encore 2 minutes, le volet environnemental. Je pense qu'il ne faut pas, à travers ce projet d'intérêt national, se priver, puisqu'on parle beaucoup de transition énergétique, de la capacité de l'Île-de-France et de son bassin à avoir des ressources en matière de nappe aquifère et notamment de géothermie à travers son Dogger. Je pense qu'à l'occasion de la construction à la fois des gares dans l'Île-de-France et de ces CDT qui seront liés, avoir cette volonté, là où ça sera possible, de creuser pour faire en sorte que la géothermie puisse chauffer à la fois les gares et à la fois les logements liés à la création des CDT, dont parlera tout à l'heure Alexis Bachelet. Enfin, en matière de coordination,
entre le STIF et la SGP. Ça a été une question qui a été abordée à plusieurs reprises à travers nos auditions. On a vu que forcément il fallait mettre un peu d'huile dans les rouages entre la SGP et le STIF. Le SGP, donc la SGP qui est la société qui construira le réseau, et le STIF qui à terme gérera le réseau de transport. À travers la loi sur la modernisation de l'action publique, 2 articles y sont destinés, l'article 16 et 17, qui justement mettra et fera en sorte qu'il y ait une meilleure coordination entre à la fois l'autorité organisatrice des transports et à la fois la société du Grand Paris. Sur les déblais, dernier volet sur les déblais, c'est 60 millions de tonnes qu'il faudra évacuer à l'occasion de ce projet d'intérêt national. Aujourd'hui, l'Île-de-France n'en a pas les capacités. Il faudra forcément, d'une part, ouvrir des installations de stockage de déblais inertes supplémentaires, ou soit combler les carrières de gypse qui se situent sur le territoire de l'Île-de-France. Mais en tout état de cause, il faudra veiller à l'évacuation de ces terres, et ne pas oublier qu'à travers les tunneliers à pression de terre, on va extraire de la bentonite qui est polluée, et qu'il faudra forcément être vigilant sur ces terres polluées et sa mise en stockage sur le bassin parisien. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Simplement, je vais passer la parole bien évidemment à Alexis, qui va vous parler sur le volet logement. J'ai respecté presque mon temps de parole, mais simplement, je voudrais rajouter qu'à l'occasion du premier rapport que j'ai remis avec Annick Le Petit, au cours de la précédente législature, nous avions fait un certain nombre de remarques qui étaient pertinentes, à savoir la compatibilité des documents d'urbanisme avec la révision du SDRIF et la prolongation du délai de CDT, qu'il fallait prolonger au 31 décembre 2012. Je crois qu'il nous faudra faire la même chose pour 2013. En 2013, c'est dans 6 mois la fin du dépôt des CDT. Or, aujourd'hui, Alexis vous le dira mieux que moi, il y a 6 CDT qui sont formalisés, mais il y en a 21 au total. Et donc, si on ne met pas en place une procédure législative qui permet de reculer la date des CDT, nombreuses collectivités locales ne pourront plus être éligibles au CDT. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Il s'agit d'un rapport d'étape. Le rapport définitif sera remis à la fin de l'année. Merci.